Bonjour à tous, nous n'avons pas de gérant spécialiste aujourd'hui sur le plateau, mais nous avons Ombretta Signori, qui est directrice recherche macroéconomique et stratégie chez OFI Invest AM, pour faire avec elle un tour du monde macroéconomique et marché en partant de l'élection de Donald Trump. Bonjour Ombretta, alors la première question, quel impact de l'élection de Donald Trump sur le marché américain? Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Effectivement, c'est une question très importante parce que les États-Unis, même cette année, ont été le moteur de la croissance mondiale. Donc, les États-Unis, cette année, ils vont encore avoir une croissance très robuste, proche de 3%. Moi, j'ai envie de mettre en évidence surtout deux aspects, deux points clés essentiels pour répondre à cette question. Le premier, c'est que l'impact de l'élection de Trump sur la croissance américaine va dépendre de l'ampleur de la mise en œuvre de son programme. Et le deuxième, c'est que l'impact sur la croissance américaine sera probablement différent en fonction de l'horizon temporel. Je vais expliquer un peu plus en détail ce que je veux dire. Sur le premier point, il faut savoir qu'il y a trois axes principaux sur lesquels l'impact sur la croissance sur lesquels, à partir desquels l'impact sur la croissance va dépendre. Le protectionnisme, la politique fiscale et l'immigration. Donc, faisons l'hypothèse, et c'est d'ailleurs notre scénario principal, que Trump, il n'arrivera pas à mettre en œuvre tout ce qu'il a dit. Sur la politique fiscale, probablement oui. Ça veut dire qu'il va reconduire les baisses des impôts, renouveler les baisses des impôts pour les individus et probablement baisser les impôts pour les sociétés de 21 à 15% puisqu'il a la majorité du Congrès. Sur le protectionnisme, ça veut dire qu'il va probablement pas appliquer les 60% de droits de douane à la Chine et le 10% à tout le reste du monde, mais il va peut-être essayer d'utiliser les droits de douane, le protectionnisme comme outil de négociation. Par exemple, il a déclaré qu'il va appliquer les 25% de droits de douane au Canada et au Mexique et d'autres, mais pas à tout le monde. Donc, et sur l'immigration, il a déclaré qu'il voulait une immigration nette humanitaire nulle et voulait même expulser les immigrants. Donc, imaginons qu'il n'arrive pas à expulser les immigrants. Eh bien, dans ce cas, comme vous le voyez en fait sur le graphique du haut, l'impact, ça veut dire quoi pour la croissance américaine? Ça veut dire que dans un premier temps, en tout cas l'année prochaine, on pourrait avoir que l'impact positif de la politique fiscale arrivera à compenser l'impact négatif sur la croissance du protectionnisme et de la moindre immigration. Et donc, on pourrait se retrouver avec une croissance américaine qui sera encore proche de son potentiel et probablement au-delà de 2%. C'est d'ailleurs notre scénario principal. Donc là, malheureusement, on a des chiffres qui s'affichent à l'écran. En fait, le point de départ, c'est donc 1,9% et le point final, ça se probablement 2,1, 2,2%. D'accord. Au contraire, si on fait l'hypothèse, on assume que Trump appliquera tout ce que j'ai expliqué auparavant, dans ce cas, on aura probablement une croissance plus basse que 2%, autour de 1,5, 1,6%. Mais c'est pas ça notre scénario principal. Et sur le deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect temporel, l'horizon temporel, pourquoi je disais ça? Parce que la littérature nous montre que l'impact positif sur la croissance des baisses des impôts, donc de la politique fiscale, eh bien, cet impact-là, il va disparaître au bout d'un an, un an et demi, il va s'estomper. Oui. Et donc, au-delà d'un an et demi,
vous vous retrouvez que avec les effets baissiers sur la croissance du protectionnisme, de la hausse des droits de douane et de l'immigration. Donc, il faut faire bien attention, en fait, aussi à l'horizon temporel. D'accord. Et quid de la zone euro? L'arrivée de Trump, donc plus de protectionnisme quand même, hein, même si l'impact sur la croissance US est relativement faible, d'après ce que tu dis, tout du moins au départ. Qu'est-ce qui se passe en zone euro quand Trump arrive aux manettes? Effectivement, il y a un risque qui est lié au protectionnisme. Tout simplement parce que le graphique essaye de vous illustrer en fait ce risque-là qui arrive du protectionnisme. Les États-Unis, pour remettre un peu, la zone euro exporte vers les États-Unis environ 500 milliards de biens. Donc les États-Unis, vous le voyez sur le graphique, c'est le premier partenaire commercial de la zone euro en dehors de la zone euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Trump impose 10% de droits de douane sur les exportations de la zone euro vers les États-Unis et que on assume par exemple une élasticité unitaire du commerce aux droits de douane, ça veut dire que plus 10% de droits de douane, ça veut dire moins 10% d'exportation. Et donc, ça impacte directement le PIB européen d'environ moins 0,3%. Évidemment, cela n'est pas suffisant pour mettre en danger la reprise, la croissance européenne. Mais attention, parce il y a un deuxième canal qui est très important, c'est celui de la confiance. C'est-à-dire qu'une éventuelle guerre commerciale va impacter la confiance des entreprises, des individus, et ça va probablement impacter donc les décisions d'investissement des entreprises ou de consommation des particuliers. Ce canal-là, quand vous voyez des estimations très négatives du protectionnisme sur la croissance européenne, c'est dû pour la plus grande partie à ce canal-là, le canal de la confiance, mais qui est aussi le plus difficile à estimer parce que finalement, récemment, vous avez un seul cas qui est arrivé, c'est celui de 2018-2019. Donc attention. Alors nous, ce que nous avons dans nos prévisions, c'est encore une zone euro qui va probablement croître autour de 1% l'an prochain. Et pourquoi? Parce que rappelons-nous que nous avons un taux de chômage qui est historiquement bas en zone euro, proche de 6%. On a un rattrapage salarial de l'inflation qui est encore en cours et donc ça devrait permettre à la consommation des ménages de continuer à croître légèrement, le temps que grâce aux baisses des taux de la Banque centrale européenne, les investissements repartent l'an prochain. Évidemment, j'ai envie de souligner aussi, autour de ce 1%-là, les risques sont plutôt baissiers, parce qu'il n'y a pas seulement le protectionnisme, il y a aussi les risques internes à la zone euro. Vous savez tous mieux que moi, en fait, l'incertitude politique en France, mais il y en a aussi en Allemagne. Donc, il y a aussi des risques liés à l'incertitude politique qui font que le risque est baissier. Ok, donc si je te suis, on a quand même une fragilité de croissance outre-Atlantique, quand même, hein, avec l'arrivée de Trump, autour de 2, et une fragilité de croissance aussi potentielle en zone euro avec autour de 1. Voilà. Il y a quelque chose qui change aussi fortement avec l'arrivée de Trump, c'est le volet inflation. Qui avait été justement et bien combattu par les banques centrales outre-Atlantique et aussi en zone euro. C'était un sujet qui était pas derrière nous, mais qui semblait quand même bien combattu, quoi, bien. Oui. Là, il y a peut-être avec l'aspect protectionniste notamment de Trump un regain de risque d'inflation, que ce soit US ou zone euro. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les banques centrales vont devoir accommoder leur rythme de baisse des taux différemment? Oui, effectivement, l'inflation cette année n'était plus un problème. Ouais. Au contraire, la désinflation a été bien entamée. Elle est toujours en cours d'ailleurs, et ça a permis aux banques centrales de commencer à baisser les taux directeurs au milieu de l'année. Maintenant,
effectivement, je pense que la situation est très différente aux États-Unis et en zone euro. Dans le sens où le protectionnisme n'est pas un risque pour l'inflation en zone euro. Nous pensons que la désinflation en zone euro va continuer. Et d'ailleurs, nous avons des prévisions d'inflation qui sont inférieures à 2% en moyenne pour la zone euro l'année prochaine. Bon, tant mieux pour nos courses dans les grandes surfaces, parce que c'est vrai que ça fait quelques années ça fait mal quand même, cette inflation qui est possible. Non, mais le sous-jacent, on voit bien que la dynamique sous-jacente des prix est plutôt rassurante en zone euro, et la situation économique, en fait, les risques baissiers sous la croissance vont dans le même sens. Donc, nous pensons que le risque, effectivement, c'est pas le même aux États-Unis et en zone euro. Et donc, en zone euro, dans tous les cas, la Banque centrale européenne devrait continuer à baisser les taux directeurs. Là, vous voyez, on est actuellement un peu plus haut que 3%. Nous pensons que la Banque centrale européenne devrait les amener vers le 2%, donc vers la zone de neutralité l'année prochaine. Peut-être un tout petit peu plus bas en fonction de comment va la croissance économique en zone euro. Par contre, tu as bien fait de souligner, le risque est complètement différent aux États-Unis. La situation est plus complexe. Et effectivement, le protectionnisme, c'est le risque principal sous l'inflation américaine. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons fait le calcul que si Trump arrive à mettre en place donc toutes les augmentations de droits de douane qu'il a déclarées, donc 60% à la Chine, 10% au reste du monde, ça pourrait augmenter l'inflation américaine d'environ 1,5% supplémentaire. Maintenant, j'ai envie de dire aussi, attention, parce que il faut quand même que Trump respecte des critères. Même s'il peut imposer les impôts par décret, comme il a fait en 2017-2018, il faut quand même prouver qu'il y a des techniques de commerce déloyales vis-à-vis des pays, ou alors il peut faire appel à l'urgence nationale, sécurité nationale. Est-ce qu'il peut vraiment prouver ça pour tous les pays du monde? Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que effectivement, les premières augmentations de droits de douane ne devraient pas arriver avant le deuxième trimestre. Et donc, les effets sur l'inflation américaine, on devrait commencer à les voir plutôt sur la deuxième partie de l'année. D'ici là, la Réserve fédérale américaine aura quand même le temps de baisser encore les taux directeurs. Mais après, si effectivement on verra la hausse de l'inflation américaine, à ce moment-là, les taux directeurs atterriront plutôt proche de 4% et non pas de 3% comme c'était notre scénario avant les élections américaines. D'accord, c'est bien parce que ce sont des métriques qui sont faciles à retenir. On fait tout x2 entre les US et la zone euro. C'est ça. Donc une cible à 4 côté US et une cible plutôt à 2 côté zone euro en horizon 6 mois, 1 an. Hein, c'est ça oui, plutôt 1 an. Ouais, oui. Modulo l'aspect du protectionnisme en fait. Ok, en cible, c'est très clair, merci. Alors, quel impact dans les marchés? On a vu que les marchés ont bien réagi à la nouvelle de l'élection de Trump. Oui. Donc, on croyait très pro-business, hein, et on voit bien les réserves que tu mets à cette croyance populaire. Mais côté action, côté oblig, alors surtout côté action, ils ont très vite réagi bien, les marchés. Est-ce que tu crois que c'est soutenable? Question difficile, hein, mais d'ailleurs, j'ai mis ici à l'écran donc un graphique, celui surtout de droite, hein, qui vous montre l'évolution du S&P 500 pendant l'élection, avant et après l'élection de 2016 et cette année. Et on voit bien que jusqu'à présent, la réaction des marchés, en tout cas, c'est vraiment un copier-coller de l'élection 2016. Donc, combien ça va durer? Pour nous, la réponse est liée à ce que je disais avant sur l'impact sur la croissance américaine. C'est-à-dire que jusqu'à présent,
Dans un premier temps, en tout cas, les marchés considèrent plutôt que à court terme, c'est l'aspect positif, l'impact positif de la politique fiscale qui va prévaloir, de baisse des impôts, de la dérégulation faite de l'économie américaine. Et donc, c'est positif pour la croissance, c'est plus positif pour les actions et un peu moins pour les obligations. Parce que sur les obligations, ce que les marchés craignent, c'est l'aspect inflationniste sur l'inflation américaine. Mais dans un deuxième temps, si ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc à plus long terme, ce volet-là va s'estomper, le volet positif de la politique fiscale va s'estomper. Ce qui va rester, c'est plutôt l'aspect négatif du protectionnisme, de la moindre immigration. L'impact sur les marchés pourrait s'inverser. C'est-à-dire que à plus long terme, les politiques de Trump pourraient être moins favorables aux actions et plus aux obligations. Donc, évidemment, le temps des marchés n'est jamais sous le temps de l'économie réelle. On sait très bien que les marchés courent plus rapidement que l'économie réelle parce qu'ils anticipent. Donc, ce qui va beaucoup jouer l'an prochain, c'est le jeu d'anticipation. Et il se peut que, on voit que Trump fait des déclarations tous les jours. Hein, donc, en ce moment, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont anticipées sur les bourses américaines. Beaucoup de choses négatives qui sont anticipées sur les bourses européennes. Donc, je pense qu'il faut être habile et prête à, et habile en fait à anticiper le jeu d'évolution des marchés, des anticipations des marchés pour changer l'allocation, le portefeuille. Ok. Après, sur les actions US, c'est vrai que sur le très long cours, on s'aperçoit tout de même que c'est plus résilient, pour le moment en tout cas, hein, sur le très long historique, que le reste du monde. Alors si on fait un tour du monde action justement, un tour du monde action, tout de suite maintenant, un courtier se retrouve, ou un conseiller en gestion de patrimoine, devant un client particulier qui lui amène 100. Quelle est ta recommandation en zone action monde? Tu préfères quoi? Les actions émergentes, les actions US, les actions européennes? Oui, effectivement, globalement, nous sommes actuellement positifs. Hein. Nous commençons l'année en étant positifs sur les actions et notamment sur les actions américaines, parce que je l'ai déjà dit. Donc, à court terme, c'est certainement un aspect positif la nouvelle administration de Trump. Au début, les marchés ont très bien réagi parce qu'on a retiré l'incertitude. On ne savait pas si le résultat, si on avait un président pendant des jours et des semaines. Surtout, on aura une administration de Trump qui est plus orientée vers les affaires. On aura beaucoup de dérégulation, on aura des baisses d'impôts, j'en ai déjà parlé. Tout ça est probablement des entreprises qui vont investir plus dans cet environnement. Donc, c'est porteur en général pour la bourse américaine. Et c'est porteur aussi pour les autres marchés émergents, probablement pour la Chine aussi, parce que la Chine, à court terme, pourrait réagir face aux menaces du protectionnisme en faisant de la relance elle-même, du stimulus interne. Et donc, oui, c'est à court terme, en tout cas, nous commençons l'année en étant positifs sur les actions, mais un peu moins pour les actions européennes, puisque les craintes principales pour les actions européennes, c'est le protectionnisme. Et c'est, comme je disais, il faut suivre l'actualité politique en fait en France et en Allemagne. Qui peut impacter en fait la confiance des entreprises. On voit que ça commence à impacter et du coup ça peut impacter là encore une fois de plus les décisions d'investissement que les entreprises peuvent repousser ou les décisions de consommation des individus. Alors c'est très intéressant parce que là aussi c'est une croyance populaire. En tout cas moi je fais partie de cela. De se dire qu'on a envie d'acheter ce qui est pas très cher et tout de suite on pense que les actions américaines sont chères, la zone euro c'est moins cher et pourtant non.
si on a été neutre une bonne partie de cette année-là, Oui. on repasse positif malgré la cherté, plutôt aux US et un peu plus réservé sur la zone euro. Pour bien retenir ce que tu viens de dire, pour deux éléments. Un, c'est risques géopolitiques et politiques, notamment internes. On voit bien en France, mais aussi en Allemagne, c'est compliqué. Voilà, il y a des pays de la zone euro où c'est plus compliqué. Et deux, un de nos gros clients après la zone euro, qui sont les marchés américains, risque de fermer davantage les portes. Et ça se voit tout de suite, quoi. Ça s'impacte tout de suite dans Oui, dans c'est notre ça. confiance, en fait, dans la confiance des investisseurs pour la zone euro. Oui, en tout cas, oui, débutant l'année comme ça, en étant plus positif sur les États-Unis que sur la zone euro. Maintenant, voilà, il faut souligner que, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de bonnes nouvelles qui sont déjà pricées sur les marchés américains et pas mal de mauvaises nouvelles qui sont déjà pricées sur les marchés européens. Donc, on n'est pas à l'abri que ça se retourne rapidement. Et dans ce cas, il faut être prêt à désinvestir, en fait, réduire l'allocation sur les actions américaines pour revenir sur les actions européennes. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de risques négatifs, mais j'ai envie de dire aussi, avec Trump, on verra, mais il se peut qu'il y ait une paix entre l'Ukraine et la Russie quand il arrive, qui sera installé. Et dans ce cas, cet événement-là, ça pourrait être positif, en tout cas à court terme, pour les bourses européennes. Il faudrait être prêt donc pour rentrer dans le marché européen. En tout cas, ça pourrait représenter une occasion pour rentrer. Complètement, et c'est vrai que j'invite ceux qui nous écoutent à écouter justement et voir nos visios que l'on fait, nos points marchés hebdomadaires, qu'on fait toutes les semaines par définition, qui sont enregistrés, qui sont courts et qui font rapidement un tour du monde et des convictions marché que nous avons chez Ophi Invest, et c'est vrai que ça peut changer vite. Alors, côté obligations, que ce soit les obligations privées dans le monde entier ou que ce soit les obligations souveraines, quel est ton sentiment? Tout ça est aussi lié à la macro. Il y a peut-être aussi de l'anticipation. Est-ce que tu es positif sur les obligations souveraines déjà, oui ou non, et lesquelles tu préfères? Alors, sur les obligations souveraines, la vision d'ensemble reste constructive, et aussi pour les obligations entreprises pour l'année prochaine. Donc, nous pensons que dans notre scénario, les performances vont rester positives pour les deux, obligations souveraines et obligations d'entreprise. D'accord. Surtout parce que elles ont regagné en attractivité depuis 2022. Là, je parle des obligations souveraines. Donc, avec les remontées de 2020, des taux en 2022, elles ont regagné en attractivité. Maintenant, en général, l'environnement de baisse des taux directeurs des banques centrales est souvent porteur pour ce type de classe d'actifs, les obligations souveraines. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous pensons que le rendement pourrait être entre 2% et 4% l'an prochain, pour vous donner une fourchette. Sur le souverain, Sur le souverain. Maintenant, il y a aussi des risques, et c'est tous les risques que nous avons évoqués autour du programme de Trump. Effectivement, s'il met en place tout ce qu'il a dit sur le protectionnisme, ça pourrait être plus inflationniste aux États-Unis. Donc, faire remonter les taux aux États-Unis, c'est plus problématique pour les obligations américaines. Pareil, si il met en place tout ce qu'il a dit sur les baisses des impôts aux États-Unis, ça veut dire que ça doit être financé, elles doivent être financées, les baisses d'impôts, et donc il va faire plus de déficit. Et ça pourrait se refléter avec des taux américains plus élevés, donc un risque sur les obligations américaines. Donc l'un dans l'autre, ça veut dire les baisses des taux de la Réserve fédérale et les risques sur les taux américains se compensent d'après nous. Mais ça veut dire aussi qu'il peut y avoir plus de volatilité sur les obligations et qu'il faut en profiter pour en remettre. Ça veut dire rentrer donc à des prix plus favorables, et si jamais il y a plus de volatilité sur les taux, il faudrait en profiter pour éventuellement remettre des obligations souveraines dans le portefeuille, sachant surtout qu'avec tous les risques qu'il y a, les obligations souveraines bien notées
en général, sont des actifs sûrs qui se comportent bien quand il y a des épisodes de stress sur le marché. Donc, elles peuvent servir quand même de protection dans un portefeuille équilibré. Ok, souverain, si je te résume, hein, c'est assez technique parce que le souverain, faut pas se dire juste, c'est pas juste le paramètre inflation, le paramètre croissance, c'est un peu des deux. Plus risque géopolitique. Mais si je te résume, pas mal, parce que tu as quand même encore du portage, les taux restent relativement élevés, même s'il y a des baisses annoncées, futures, on n'en sait rien, mais tout de suite, il y a du portage chaque jour qui passe, et pas mal d'être flexible, d'être opportuniste. Hein. Donc ça c'est intéressant, on en reparlera après, mais tu préconises de pouvoir, s'il y a de la volatilité qui s'accroît, être opportuniste sur le souverain. Les obligations privées, en général, elles sont plus corrélées aux actions qu'aux souverains, au risque action. Donc, j'imagine que tu es assez positif, tu l'as dit d'ailleurs. Là aussi, il y a du portage, d'ailleurs un petit peu plus souvent. Quel est ton sentiment, pour être plus précis, sur les obligations privées? Alors, sur les obligations privées, elles ont eu des très bonnes performances ces 2 dernières années. D'ailleurs, même cette année, en 2024, les obligations un peu moins notées, d'entreprises moins bien notées, ont une performance depuis le début de l'année entre 8 et 9%. C'est beaucoup. On aime bien. C'est beaucoup. On aime bien. Maintenant, nous pensons que la performance devrait rester positive l'an prochain, mais elle sera un peu moins bonne que cette année et celle de 2023. Donc, une performance plus modérée, on va dire, mais des taux encore historiquement élevés qui restent attractifs. Disons que si cette année nous avons été tout le temps très constructifs sur cette classe d'actifs, maintenant nous sommes plus équilibrés entre obligations souveraines et obligations d'entreprise. Donc, puisque nous pensons que l'écart de performance, il sera pas si élevé entre les deux que en 2023 ou 2024. L'écart de performance, il sera un peu moins élevé entre les deux. D'accord. Et donc, mais ça reste tout de moins des taux historiquement attractifs et des performances très, je dirais, compte tenu du niveau de risque, très bonnes, même en 2025. Ombretta, tu as beaucoup parlé du marché américain, du marché européen, un petit peu des émergents, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la zone Asie? Alors, par exemple, concernant les actions, nous sommes actuellement constructifs, que ce soit en Chine et émergents hors Chine, on va dire. À court terme, je précise. Pourquoi? Parce que à court terme, en Chine, le risque principal qui plane sur l'économie chinoise, c'est l'envolée d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Mais la Chine a encore des billes, des armes à jouer, et donc on voit bien que pour l'instant, ce qui est en train de faire Xi Jinping, c'est essayer un peu de modérer le ton avec Trump et sa nouvelle administration, mais la Chine pourrait faire plus de relance interne, domestique, donc vouée vers ses propres investisseurs, individus, et donc à court terme, en tout cas, disons première partie de l'année, tactiquement, ça pourrait être positif pour l'économie chinoise si le gouvernement chinois fait encore plus de stimulus. Sur le reste de l'Asie, nous restons quand même positifs parce que ce qui peut se passer avec le protectionnisme, c'est que les autres pays hors Chine pourraient en profiter. Il y a pas mal d'entreprises américaines, par exemple, qui commencent déjà à relocaliser leur production de la Chine au Vietnam ou aux autres pays proches, on va dire, dans la zone, pour effectivement contourner ce problème du protectionnisme. Donc voilà, sur les marchés émergents hors Chine, actions, en tout cas, on reste encore constructif. On démarre en tout cas l'année de façon constructive. Et puis, pour le reste de l'année, à plus long terme, la réponse est toujours la même. Il faudra suivre en fait l'actualité, être plutôt agile, rebalancer le portefeuille au cas où la situation change.
Juste, voilà, si tu avais 1, 2, peut-être 3 maximum risques ou 4 que tu voyais majeurs et auxquels il faut faire attention. On disait, suivre les marchés toutes les semaines, c'est important, l'économie et ce qui se passe. À quoi il faut être attentif en particulier? Oui. Bah alors là, j'ai mis quelques photos. Pourquoi? Parce que je pense que si on peut distinguer 2 catégories de risques, la première catégorie, c'est un peu le risque géopolitique. On a parlé de la paix probablement entre Ukraine et Russie, mais bon, il y a d'autres guerres en cours, enfin au Moyen-Orient. Il y a des tensions entre Chine et Taïwan. Donc globalement, on vit dans un monde qui a un équilibre plus difficile au niveau géopolitique et face à laquelle la zone euro est plus fragilisée. Plus fragilisée parce qu'on voit bien la situation en France. Il y a les élections anticipées en Allemagne pour février. Donc, il y a un équilibre plus fragile, plus compliqué, plus complexe, et donc il faut suivre tous ces risques-là. La situation reste fluide. Et Gardez, puis, pardon de te couper, mais gardez aussi peut-être des poches justement qui peuvent, au cas où il y avait des risques. Alors on n'est pas le pire n'est jamais certain, mais garder des poches un petit peu de sécurité, soit du cash, soit des actifs décorrélants, valeur refuge, un peu or ou voilà. oui. Toute proportion, hein, c'est vous les conseillers qui voyez vos clients et autres. Mais Comme quand les même, obligations, comme et nous vous les avons dit. obligations souveraines, absolument. Oui. Et puis donc l'autre catégorie de risque, elle est plus macro, je dirais. Et donc dans ce cas, nous avons déjà beaucoup parlé de Trump, du risque de protectionnisme, donc risque inflationniste à court terme. Mais il y a, comme effet miroir aussi, un risque sur la croissance européenne, notamment. Donc si tout se passe mal, effectivement, il y a un risque baissier en fait sur la croissance européenne, mais même sur la croissance chinoise et donc finalement pour la croissance mondiale, j'ai envie de dire. Et si je peux terminer avec une note positive, parce qu'on a beaucoup parlé de risques, sur la croissance européenne, j'ai envie de dire, il y a aussi, par exemple en Allemagne, attendons de voir le résultat des élections, puisque il se peut aussi qu'il y ait la nouvelle coalition puisse mettre en place une politique de relance fiscale qui permettrait finalement d'avoir une croissance, une impulsion fiscale plus positive pour la croissance allemande et du coup qui est positive pour l'ensemble de la zone euro. Ouais. Même en France, on peut avoir une stabilisation politique, hein, en tout cas moins pire que ce qui se passe en ce moment. On peut avoir effectivement des bonnes nouvelles côté géopolitique et pareil pour d'autres gouvernements comme l'Allemagne. Merci beaucoup Ombretta, c'était passionnant, très intéressante, peut-être différente de ce qu'on entend par ailleurs. À bientôt et merci beaucoup d'avoir été attentif.